c'est pas venu du jour au lendemain. Je pense qu'il y a un moment où je commençais à me dire, ouais, là, je commence à plus être dedans, ça commence à moins me plaire, etc. Il y a eu un long moment comme ça où ça s'est mis un petit peu en place petit à petit, où j'ai commencé à me rendre compte que j'étais moins dedans. Je sentais que ça allait pas. J'arrivais pas à savoir pourquoi. Et je savais pas ce que je voulais faire à la place. Donc du coup, si tu veux, t'es un petit peu dans un flou de pas savoir ce que tu veux faire et tu sais pas ce qui te plaît pas. Donc et du coup, c'est difficile d'en parler puisque tu sais pas en fait. Mais à la fois, ça se ressent. Parce que la dernière année où j'ai bossé du coup au sein de l'agence, plusieurs fois, les boss avec qui je bossais sont venus me voir en me disant, écoute, là on sent que t'y es plus. Avant on devait te freiner pour bosser parce que, mais là t'es quand même hyper moins efficace, t'es moins dedans. On sent que t'as moins envie, t'as moins la pêche et tout. Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je commence un petit peu à voir sur les réseaux justement des gens qui dessinent, à me remettre un petit peu dans ce domaine-là, à regarder un petit peu les gens qui font ça. Et en fait, et du coup, ça me fait rêver. C'est-à-dire que je réouvre une porte. Enfin, vraiment, j'ai laissé tomber ce truc pendant ces 15 ans, si tu veux. Du jour où j'ai décidé que j'allais être archi, tu vois, j'ai claqué la porte au truc, quoi. Je me dis, mon Dieu, mais c'est ça que je voulais faire. Enfin, vraiment, j'ai toujours voulu le faire. Enfin, je réouvre un truc, tu vois, je redécouvre la vie, quoi. Tu vois, la fille qui vient de naître, quoi, tu vois. Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter une nouvelle personne dans En chemin. Accueillir aujourd'hui Cyrielle représente beaucoup pour moi, car c'est ma première interview en physique à Marseille, mais aussi parce que nous avons commencé à discuter avec Cyrielle sur Instagram depuis le 6 février dernier, alors qu'elle écoutait le podcast qui n'avait que 3 semaines. Son cheminement de changement de vie a donc été accompagné par l'écoute du podcast, ce qui me comble comme vous pouvez l'imaginer. Je vous raconterai également une petite anecdote sur notre première rencontre à la fin de l'épisode. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Chaque fois, c'est un petit peu comme si c'était Noël dans mon cœur. Allez, je ferme la parenthèse pour en revenir à la merveilleuse Cyrielle. Cyrielle a fait une école d'architecture à Lyon. Elle a travaillé pendant 8 ans pour le même cabinet d'architecture renommé à Marseille. Elle sent que ça ne va pas, et ses employeurs aussi d'ailleurs. Ils décident donc de mettre fin à son contrat suite au premier confinement. Nous sommes donc en novembre, quelques mois après, et Cyrielle est aujourd'hui une illustratrice brillante dont la carrière est en train de décoller. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Cyrielle Pisapia. Bonjour Cyrielle. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Alors, bon, je t'avoue que c'était pas hyper évident de prendre un objet, tu sais, qui te représente. Je trouvais ça pas réducteur, mais du coup de se réduire à une seule chose. Donc j'ai ramené une feuille blanche en fait, parce que j'aimais bien l'idée de la page blanche sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux, où tu peux écrire qui tu es à un moment donné, effacer et recommencer à zéro, parce que je pense qu'on n'est pas la même personne tout au long de sa vie, et du coup de savoir qu'on peut effacer et recommencer, qu'on peut changer d'avis et voilà, qu'on peut être une autre personne si on en a envie. J'aimais bien l'idée en fait de pouvoir repartir à zéro et de pouvoir écrire sur tout ce qu'on voulait dessus, ou dessiner pour le coup. Voilà, donc du coup je trouvais ça intéressant comme objet. Est-ce que tu pourrais nous raconter là où tu es née, là où tu viens ? Oui. Alors à la base je suis rouennaise, donc de Rouen. Donc je suis née là-bas, j'ai vécu 14 ans là-bas, et j'ai vécu à la campagne. On avait une maison dans un village pas loin de Rouen, et en fait quand j'étais ado, mes parents ont décidé de changer de région. Donc on est venu vivre à Marseille à ce moment-là, et voilà, après j'ai passé un certain nombre de temps parce que je suis venue vivre à Marseille un peu à reculons. Tu sais, quand t'es ado, t'as pas forcément envie de quitter les copains. Voilà, t'as tes copains, t'as ta vie et tout, donc j'étais pas super emballée à l'idée. Donc du coup, je suis restée quelques années et après je suis partie 2 ans
pendant mes études. Et en fait, j'ai eu besoin de revenir à Marseille, d'avoir envie de revenir pour vraiment y être pour les vraies bonnes raisons. Exactement. Ouais. Et pourquoi tes parents, ils ont choisi Marseille? Je pense que c'était pour le climat. C'est bizarre. C'est ça, le climat et le mode de vie, tu vois. Peu... Vous aviez aucune attache familiale? Non, zéro. Non, d'accord. Ouais. Et du coup, t'étais quoi comme petite fille plus jeune? Alors, j'étais assez timide, toujours aujourd'hui d'ailleurs, j'y travaille, assez timide, et j'étais assez quelqu'un, assez scolaire, tu sais, qui aimait faire plaisir aux autres, qui aimait bien être toujours un peu la meilleure, peu de ce côté sérieuse, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je me vois, mais ça change pas. Assez sérieuse, pas forcément. Non, en tout cas, j'étais quelqu'un de scolaire, c'est-à-dire que je voulais que les choses soient, j'aimais pas l'échec, j'aimais bien que les choses soient toujours réussies. Et faire plaisir aux autres. Je voulais vraiment, voilà, je pense que le regard des autres m'importait beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas? Oui, je pense. Mais bon, pareil, j'y travaille. Donc ça va mieux, mais un petit peu. Et à cette époque-là, quand tu te disais, quand je serai grande, qu'est-ce que je serai? Ouais, je voulais être dessinatrice. Ouais. Enfin, dessinateuse, plus exactement, mais bon, ça ne dit pas. Pourquoi dessinateuse? Non, parce que je me souviens d'avoir dit ça à ma mère quand j'étais vraiment toute petite, quoi. Alors, je sais pas du tout quel âge j'avais, ça remonte aux souvenirs les plus lointains que j'ai. Donc, du coup, mais oui, pendant longtemps, jusqu'à mes 18 ans, quasiment, j'ai voulu faire ça. Ouais. Et tes parents, eux, ils faisaient quoi comme métier? Alors, ma mère est toujours dans la fonction publique. Et mon père, qui aujourd'hui est retraité, travaillait chez EDF. Et après, qui est passé en RDF, mais voilà, il a eu différents postes là-bas. Loin de l'univers de dessinateuse. Ouais, c'est ça. Et loin de l'univers de l'entreprise aussi. De l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat, oui, exactement. Et du coup, au moment où tu t'es dit, t'étais dit un peu forcé, il faut choisir ce que tu allais faire comme filière d'études. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, j'y pensais là dernièrement, c'est assez flou. Parce que j'arrive pas à déterminer pourquoi d'un coup j'ai changé parce qu'en fait j'ai fait des études justement en art appliqué. À la base j'ai pas fait un bac général, j'ai fait justement un bac qui était orienté en art appliqué sur lequel on rentrait sur concours. Ouais. Donc j'étais vraiment orientée là-dedans. Et en fait je me souviens avoir à un moment donné changé d'avis entre guillemets en me disant je vais choisir un métier un peu plus sérieux entre guillemets, essayer de garder un métier créatif mais un peu plus sérieux, du fait je pense d'entendre toutes les voix qui me disaient que c'était pas un métier sérieux. C'était quoi les voix que t'entendais qui disaient que c'était pas un métier sérieux? Beaucoup les profs, je me souviens. Justement, comme j'étais une bonne élève, si tu veux, on me disait beaucoup, mais pourquoi tu veux aller dans les arts appliqués, dans le dessin? T'as beaucoup de capacités pour aller en S, tu sais, c'était le Saint Graal, tu sais, aller en S. T'as des capacités pour faire des études sérieuses, voilà. Et en fait, j'ai beaucoup de profs qui m'ont dit ça. En parallèle aussi, je me souviens qu'on était allé visiter des écoles d'art, on était allé visiter Émile Cole à Lyon. On en avait visité plusieurs. Et j'ai ce souvenir de personnes qui nous donnaient leur expérience, qui nous disaient que c'était un métier quand même qui était très difficile, qu'il fallait trouver son public, que c'était difficile d'en vivre, etc. Et je pense qu'en fait tous ces sons de cloche répétés, tu vois, au fur et à mesure du temps, ça s'est pas fait en une fois. Voilà. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose un petit peu qui te rentre dans l'esprit. Ouais. Et du coup, tu te dis à toi-même que c'est pas un métier sérieux. Et du coup, il y a un moment donné où je me suis dit maintenant, il faut que je choisisse mes études. Est-ce que je continue là-dedans, parce que j'étais vraiment embrayée pour faire ce métier à la base. Ouais. Parce que j'ai toujours dessiné, jusqu'à mes 18 ans, parce que du jour où j'ai changé d'orientation, j'ai carrément fermé cette porte-là. Mais jusqu'à mes 18 ans, j'ai beaucoup dessiné, j'ai pris des cours de dessin, j'ai fait des formations, etc. Donc quel type de formation? Du coup, celle-ci, en fait, qui était équivalent au bac. D'accord. Ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Où tu rentrais sur concours, en fait, on avait donc c'était au lycée, on avait la moitié qui était des matières générales et une autre moitié qui était des matières relatives aux arts appliqués. Donc on dessinait toute la journée, on avait des cours de DAO, donc on apprenait à servir de Photoshop, ce genre de logiciel, des cours d'histoire de l'art. Des cours de photo aussi, c'était génial. On avait des cours, on apprenait à servir dans l'argentique, on avait des labos pour développer les photos, donc on a appris à développer les photos. Voilà, donc on avait vraiment une grosse partie qui était orientée là-dedans. Pourtant, c'était un équivalent au bac, donc c'était pas un bac S ou L ou ce genre de filière, mais c'était très orienté là-dedans en fait. Ouais. Et on avait des cours même un peu plus professionnels, je me souviens, qui étaient orientés soit dans la communication, dans la pub, et il y avait une autre section qui était plus dans le design d'espace justement. Ok.
Et donc, du coup, tu t'es dit, bon, je veux pas être dessinateuse. Je sais pas si je me suis dit, je veux pas faire ça. En tout cas, je me suis dit, il faut peut-être que je trouve un métier plus sérieux, où je puisse gagner ma vie et qui me plaise malgré tout. Ouais. Mais bon, c'était malgré tout, donc je pense que... Et ça a été quoi, du coup, ce métier? Architecte, du coup. Ouais. Donc j'ai postulé à l'école d'archi, puisqu'à l'époque on postulait sur dossier, il n'y avait pas de concours. Je crois qu'aujourd'hui il y a un concours. Et très sincèrement, je m'étais dit, de toute façon, ça se trouve, ils me prendront pas parce que j'ai pas un bac général. Donc et en fait, nickel, aucun problème. Donc du coup, je suis rentrée à l'école d'archi à Marseille. Du coup, t'es revenue à Marseille? Non, du coup, j'étais toujours à Marseille à cette époque-là. Okay. Et c'était pendant mes études d'architecte où je suis repartie, ce que je te disais tout à l'heure, où je suis repartie un petit peu de Marseille. Donc je suis partie par le biais d'Erasmus et après faire un peu de mes études à Paris et après je suis revenue en fait. Ok. Et là, quand t'as dit à ton entourage que tu voulais faire archi, comment ils ont réagi? Écoute, justement, j'arrive pas. Enfin, je me souviens, mes parents, c'était oui, pas de souci. Mais j'ai pas un souvenir précis, tu vois, de me dire oui, ils ont été hyper emballés ou ils m'ont dit est-ce que t'es sûre? Non, je me souviens juste avoir pris cette décision, que c'était ok. Et t'étais prise, donc ça roulait. J'ai pas ce souvenir. J'arrive pas à me souvenir de la réaction. Je sais pas. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je parle de ce moment-là avec eux parce que c'est bizarre que ce soit un peu flou, tu vois, ce passage où j'ai vraiment basculé. Je sais pas trop. Le podcast, surtout en chemin, il y a beaucoup de mes invités qui m'ont dit que leurs parents avaient du coup écouté les épisodes et qui avaient découvert du coup des parties d'eux et ça permettait d'ouvrir des discussions ou certaines qui devaient être ouvertes mais qu'ils n'osaient pas encore l'ouvrir. Ouais, ou de se poser des questions du coup, d'en discuter ensemble et du coup, carrément. Ce qui te permet d'en discuter après avec son entourage. Moi, je sais que quand j'avais fait une interview de podcast avec, je crois que c'était Le Cadeau mal emballé ou The French Working Mom, un des deux, j'avais échangé avec maman après et elle m'avait dit en fait il y a plein de choses que j'ai découvertes en fait et que toi que t'as en toi mais t'as pas jamais eu forcément l'occasion d'en parler et puis tu perçois pas les événements de la même manière et peut-être que les gens de ton entourage le perçoivent d'une façon qui est pas la tienne et du coup t'as un point de vue complètement erroné sur ce qui s'est vraiment passé. Carrément. Et donc du coup tu fais ton école d'archi. L'Erasmus, tu l'as fait où? À Madrid. Sympa. Ouais, super sympa. C'était top. Et donc après, t'es diplômée et tu commences donc ta carrière en tant qu'architecte. C'est ça. En fait, je commence même en parallèle puisque je finis ma dernière année. Donc, je fais une année d'Erasmus à Madrid. Je pars 1 an à Paris et je reviens à Marseille faire ce qui s'appelle l'habilitation à exercer en tant qu'archi. C'est une habilitation que t'es pas obligé de passer. En fait, si tu veux bosser en tant que salarié dans une agence. T'es pas obligé de l'avoir, mais si tu veux te mettre à ton nom et pouvoir exercer en ton nom propre, t'es obligé de la passer. D'accord. Donc, du coup, moi, je l'ai passé en me disant, le jour où je voudrais exercer, au moins, je serai habilitée. Et en fait, pendant cette année d'habilitation, des archis donc qui m'appellent, qui cherchaient du monde en fait par le biais de bouche à oreille. Et non, c'est même avant, c'était pendant mon diplôme, juste avant cette année d'habilitation, pendant vraiment le diplôme d'archi. Et qui me propose du boulot. Donc, évidemment, tu dis pas non à du boulot. Donc, et du coup, j'y suis restée 10 ans, quoi, après ça. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé en parallèle, en fait, à la fin de mes études, à bosser avec. Et à ce moment-là, tu te disais, t'avais une idée, entre guillemets, avant qu'on te propose le boulot, d'être à ton compte ou d'être salarié, ou t'étais un peu ouverte à n'importe quoi? Non, je voulais pas forcément être à mon compte tout de suite. Je m'en sentais pas forcément capable. Puis c'est vrai qu'après, je sais pas si c'est vrai pour tout type d'études, mais en tout cas, les études d'archi, je trouve que c'est très orienté sur comment penser une architecture de qualité, comment penser l'architecture, mais pas trop sur le concret, c'est-à-dire tout très théorique quoi. Voilà, c'est pas trop sur la technique, sur par exemple le chantier, on n'apprend rien du tout sur le chantier, sur tout l'administratif, les dépôts de permis, etc. Sur la législation, ça on l'apprend un petit peu pendant l'habilitation, mais c'est 1 an et il y a pas beaucoup de cours, c'est-à-dire que c'est en parallèle d'un boulot, donc ça va être 3 semaines de cours dans l'année, puis après une journée par-ci par-là, donc c'est pas du tout développé en fait, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Et du coup se mettre à son compte, alors il y a des gens qui le font, hein, c'est très courageux parce que effectivement tout ça on l'apprend vraiment sur le tas quoi. Donc et donc du coup t'étais architecte parce qu'il y a plein de sortes d'architectes. T'étais architecte, quel type d'architecte? Tu faisais quoi comme type de choses? Tu construisais des immeubles, des maisons? Alors c'était plutôt orienté sur l'habitation, beaucoup de maisons. Là sur la fin on bossait aussi sur des immeubles, mais ça reste sur de l'habitation. On faisait je dis on faisait parce que j'y suis plus, mais ils bossent toujours là-dessus. Mais en tout cas on faisait pas de concours ou de choses comme ça pour bosser sur des bâtiments publics. D'accord. Et donc comment ça s'est passé ces 10 années?
Eh ben, plutôt bien, même très bien, parce que déjà j'y suis restée 10 ans, donc c'est que c'est que bon, tu restes pas 10 ans à un endroit, je pense, si ça se passe pas très bien. Et encore j'ai interviewé une personne qui est restée 11 ans, l'épisode n'est pas encore diffusé, elle est restée 11 ans chez Hermès, et elle a fait 7 ans sur les 11 ans, elle a fait 7 ans de crise d'angoisse, crise d'angoisse en mode vraiment violente, quoi. Et on n'avait jamais parlé, donc, comme quoi. Ouais. Oui, ça peut être difficile aussi de s'extraire de quelque chose dans lequel tu es au quotidien et de prendre d'avoir le courage d'en partir. Non, pour le coup, c'était bien. Déjà une super équipe. Enfin, vraiment des gens avec qui on s'entend super bien. Et toujours aujourd'hui, on se voit toujours. On s'est quitté en bons termes. Enfin, vraiment. Enfin, c'est presque devenu des amis. Donc, non, vraiment aucun souci. Bien aussi sur les projets parce que c'était des projets super sympas sur lesquels ils me laissaient bosser. Il me laissait quand même beaucoup de liberté, où il y avait des vraies discussions, etc. Sauf que je pense qu'en fait, au fur et à mesure des années, ça s'est un petit peu étiolé sans que je m'en rende compte. Tu sais, quand les choses se font un petit peu au fur et à mesure, tu te rends pas forcément compte de ce qui va pas. Alors pas par rapport à eux, mais plus par rapport au boulot en général. C'est-à-dire que je pense que plus le temps a passé, plus j'ai pris forcément de responsabilités, ce qui est normal, puisque tu prends de l'expérience. Et en fait, moins j'ai fait de choses qui me plaisaient, parce que tu fais plus d'administratif, tu fais plus de choses techniques, etc. Et en fait, tout ce qui me plaisait à la base dans l'architecture, au fur et à mesure, je le faisais de moins en moins, si tu veux. Mais C'était quoi ce qui te plaisait? Eh ben justement, c'était penser les espaces, c'était dessiner un petit peu. En fait, c'était la première partie d'un projet, c'est-à-dire imaginer, par exemple, on va sur une maison, admettons, c'était imaginer l'implantation, imaginer ce que tu allais mettre dedans, la dessiner, la monter en 3D, vraiment tout le côté créatif en fait. Mais après, une fois que tu as fait ça, c'est peut-être 10% du projet, parce qu'après tu vas déposer le permis, tu vas aller chercher les entreprises, faire les contrats avec les entreprises, t'as tout l'administratif qui prend une part énorme, t'as le chantier, etc. Donc en fait, toute cette partie de création, elle est hyper minime par rapport à... c'est la face cachée de l'iceberg, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, j'ai l'impression un petit peu avec le recul que ce côté créatif, on te laisse beaucoup le faire au départ, parce que c'est ce que tu sais faire quand tu sors de l'école, et que t'apprends un petit peu le reste en parallèle, mais du coup ça tu sais très bien le faire, t'as un côté neuf, t'as un côté un petit peu frais parce que tu sors de l'école, donc on te laisse beaucoup de liberté là-dessus, et au fur et à mesure du temps, tu lâches un petit peu ça pour faire d'autres choses en fait. Mais ces autres choses-là, en fait, moi concrètement c'est pas ce qui me plaît, et du coup je pense qu'au fur et à mesure du temps, sans que je m'en rende compte, c'est ce qui est un peu terni ce que j'aimais faire et ce que je faisais, quoi, du coup. Et il y a un jour où vraiment tu te dis non, là c'est bon, quoi, je suis au bout du truc. C'était quoi ce jour-là, du coup? Alors il y a un jour, en fait c'est pas venu du jour au lendemain. Je pense qu'il y a un moment où je commençais à me dire là je commence à plus être dedans, ça commence à moins me plaire, etc. Il y a eu un long moment comme ça où ça s'est mis un petit peu en place petit à petit, où j'ai commencé à me rendre compte que j'étais moins dedans. Mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, en fait. J'arrivais pas à me dire c'est ça qui me plaît pas. Je sentais que ça allait pas. J'arrivais pas à savoir pourquoi. Et je savais pas ce que je voulais faire à la place. Donc du coup, si tu veux, t'es un petit peu dans un flou de pas savoir ce que tu veux faire, et tu sais pas ce qui te plaît pas. Donc et du coup, c'est difficile d'en parler puisque tu sais pas, en fait. Donc c'est hyper difficile. Mais à la fois, ça se ressent. Parce que la dernière année où j'ai bossé du coup au sein de l'agence, plusieurs fois les boss avec qui je bossais sont venus me voir en me disant écoute, là on sent que t'y es plus, avant on devait te freiner pour bosser parce que mais là t'es quand même hyper moins efficace, t'es moins dedans, on sent que t'as moins envie, t'as moins la pêche et tout. Et très honnêtement, quand ils me disaient mais qu'est-ce qui va pas, je leur disais je sais pas, mais parce que je savais pas. Et je leur disais mais je suis d'accord avec vous, ça va pas, mais je cherchais ce qui allait pas, si tu veux. On avait changé de bureau, alors je m'étais dit peut-être que je suis plus bien dans cet espace, j'arrive plus à bosser. Enfin, tu vois, je cherchais des choses qui étaient pas les bonnes, en fait. Et tu t'avais des symptômes physiques? Non, non. Après, j'avais peut-être des symptômes d'humeur, je pense, comme tout le monde, tu vois. Mon mari me disait souvent, mais avec les enfants, t'es quand même vachement moins patiente, on sent que t'es un peu plus agressive, t'es moins. Donc oui, j'avais ce genre de choses, mais après, j'avais pas de symptômes, par exemple, de fatigue ou dans le corps, douleur, je pense. Ouais, non. Et comment, du coup, tu as commencé à mettre tout ça en exergue et comprendre ce qui allait pas? Alors, je pense que ça s'est fait en parallèle du fait de comprendre ce que je voulais vraiment, du coup. Parce que en parallèle de ça, donc il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je commence un petit peu à voir sur les réseaux justement des gens qui dessinent, à me remettre un petit peu dans ce domaine-là, à regarder un petit peu les gens qui font ça.
Et en fait, et du coup, ça me fait rêver. C'est-à-dire que je réouvre une porte. Enfin, vraiment, j'ai laissé tomber ce truc pendant ces 15 ans, si tu veux. Du jour où j'ai décidé que j'allais être archi, tu vois, j'ai claqué la porte au truc. Tu dessinais plus? Non. Non. Du jour au lendemain, terminé, tu vois. C'est fou. Ouais. C'est comme, par exemple, tu quittes quelqu'un, tu veux plus en entendre parler, bah pareil, tu vois. Enfin, vraiment le truc. Puis un jour, tu t'es dit, ah, mais en fait. Et du coup, je dessinais pour l'archi, quoi. Si oui, tu veux, mais en tout cas, tu dessinais plus à la maison. Non. Tu vois, j'ai rangé toute la gouache, les feutres, les trucs, j'avais tout rangé. Je les ai même donnés, je crois. Enfin, vraiment, j'ai fait table rase sur le truc. Et donc, il y a 1 an et demi, 2 ans, je commence un petit peu à voir sur les réseaux des gens qui font ça, et vraiment, ça me fait rêver. C'est-à-dire, je me dis, mon Dieu, mais c'est ça que je voulais faire. Enfin, vraiment, j'ai toujours voulu le faire. Enfin, je réouvre un truc, tu vois, je redécouvre la vie, quoi. Tu vois, la fille qui vient de naître, quoi, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, je vois ça un petit peu en parallèle, et vraiment, ça me fait rêver, quoi. Je me dis, oh là là, j'ai vraiment envie de redessiner. J'ai laissé tomber ça parce que j'avais plus le temps, et parce que j'ai vraiment tourné la page du truc, tu vois, en me disant, terminé, quoi. Et du coup, donc j'écoute beaucoup de podcasts là-dessus, sur des gens qui sont illustrateurs, je regarde beaucoup les gens qui dessinent, tu vois, je regarde des gens qui tournent des vidéos qui dessinent, et vraiment ça me met des étoiles et tout. Et donc du coup, je dis à mon mari, du coup, j'ai vraiment envie de me remettre à dessiner. Enfin, vraiment, c'est un truc là, du jour au lendemain, ça me tient aux tripes, tu vois. Ouais. J'ai vraiment envie de faire ça. Et du coup, je me fais offrir à mon anniversaire, je fais une cagnotte pour m'offrir une tablette avec laquelle je dessine toujours, du coup, aujourd'hui, un iPad. En me disant, comme ça, je pourrais dessiner, tu vois, parce que je sais pas où je vais trouver le temps de dessiner quand même, parce qu'en parallèle, tu vois. Parce que t'as 2 petits garçons. J'ai 2 petits garçons, voilà. Ils ont quel âge? Aujourd'hui, là, ils vont avoir 3 et 5, donc je recommence à dessiner il y a 1 an. Ils ont 1 an et demi, 2 ans quasiment, et 4 ans, quoi. Ouais. Donc ils sont tout petits. Donc dont un qui dort en pointillé, enfin tu vois. Donc tu te dis, je me dis où est-ce que je vais trouver le temps de dessiner, parce que entre les garçons et mon boulot, je vais pas sortir des gouaches, faire sécher des trucs, je vais pas avoir le temps, tu vois. Ouais. Si je veux dessiner une demi-heure, il faut que je trouve un truc qui me permette de dessiner une demi-heure ou un quart d'heure, quoi. En étant efficace et voilà, pas. J'ai pas besoin, il faut pas que j'ai installé du matériel, que j'ai arrangé. Attendre les temps de sèche. Faut juste que je me mette à dessiner et basta, quoi. Ouais. Et donc du coup, je me renseigne là-dessus et tout, donc je me fais offrir ça. Et en fait, du moment où je me fais offrir cette tablette, où je l'ai, en fait, je dessine genre 10 heures par semaine, quoi. Tu vois, enfin, le temps, en fait, tu le trouves hyper facilement, parce que, ça t'anime tellement que. Voilà. Ouais. Et du coup, je commence à faire ça, et je me dis, du coup, je vais ouvrir, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un compte Instagram. Comme ça, je serai obligée de le poster et de dessiner. Ça va me donner une obligation, et je pourrais pas me dire non, parce que je sens que j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, mais tu vois, je le fais pour moi. J'en parle à mon mari, mais je lui montre pas forcément ce que je fais. J'en parle pas forcément aux gens, mais j'ai juste envie de le faire. Donc, du coup, j'ouvre ce compte et je commence à dessiner. Et en fait, je dessine tous les jours, quoi. Quasiment, voilà. Chaque moment de libre, je le passe à faire ça. Et ton entourage, du coup, quand tu fais la cagnotte pour ton anniversaire, il y en a qui ont été surpris, qui savaient que t'aimais dessiner? Non, pas. Alors, mon entourage très proche, mes parents, mon frère, voilà, avec qui j'étais enfant, oui. Mais pas du tout. Par exemple, ma belle famille, pas du tout, quoi. Parce que mon mari, ça fait 10 ans qu'on se connaît, mais ça fait 15 ans que j'ai arrêté de dessiner. Donc, en fait, depuis qu'on se connaît, oui, lui, il savait que j'aimais dessiner, que je savais plus ou moins dessiner et tout ça. Mais voilà, après, le reste de sa famille, par exemple, non. Alors qu'on est très proches, on se voit très souvent. On se connaît très bien et tout, mais non. Et ils ont accueilli ça comment? Alors, j'ai pas... Enfin, bien, après, pas forcément... Oui, assez surpris. C'est vrai que j'ai des souvenirs, par exemple, de ma belle-sœur qui me dit « Ah, mais je savais pas du tout que tu dessinais, que tu aimais ça. » Oui, et c'est vrai qu'ils étaient assez surpris sur ça, en fait. Et ton compte Instagram, comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, c'est un très beau compte Instagram. Ouais. Ça commence à commencer à bouger. Ça commence comme tout le monde, hein, je pense, doucement. Hein. Ouais. Tu commences avec un abonné. Et t'en as un, tu fais waouh! C'est ça, et puis tu suis le truc, et puis un jour où tu suis plus, quoi. Au départ, tu suis, tu dis, chouette, il y a des mondes et tout, des gens qui commencent à mettre des commentaires, donc c'est vrai que quand t'as un retour, après, c'est ce qui est sympa, ce qui est vraiment chouette. Il y a un revers de la médaille aussi qui est un peu plus négatif, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, tu peux vite avoir un retour sur ce que tu fais et savoir si ce que tu fais, ça plaît, si c'est bien, et du coup, réajuster le tir très vite, en fait. Donc, t'es pas, même si tu dessines tout seul dans ton coin, t'es pas vraiment tout seul dans ton coin parce que t'as un retour malgré tout.
Donc c'est vrai que ça c'est hyper intéressant et tu peux très vite réajuster, voir ce qui plaît aux gens ou pas. Et comme il y a une facilité d'abonnement et de désabonnement, les gens ils s'en fichent de se désabonner. Donc s'ils aiment pas, ils se désabonnent, tu vois. Enfin, et du coup très vite tu sais si ce que si tu vois s'il y a des likes ou pas. Voilà. Même si les gens commentent, si les gens t'envoient des messages privés en te disant j'aime ce que tu fais, ça me parle. Et très vite t'arrives à jauger un petit peu. Et après, voilà, le truc, c'est de faire un mix entre ce que les gens aiment, mais entre surtout ce que toi, tu aimes faire. C'est-à-dire te dire, si tu vois qu'il y a un truc que tu as adoré faire et que derrière, tu as un bon retour, bah, c'est que du plus, quoi. Tu sais que tu peux continuer là-dedans. Mais s'il y a un mauvais retour et que c'est vraiment ce que tu as dans les tripes, tu continues. Ouais, alors ça, c'est pas évident parce que tu es toujours confronté au regard des autres. Donc, c'est vrai que ça, c'est hyper difficile. Ouais. Ça t'arrive Oui, à la base, comme je poste sur tout ce que j'aime faire, enfin j'aime dessiner. Il y a des fois, oui, ça m'arrive parce que je me dis oh là, j'ai pas forcément envie de dessiner à ce moment-là, mais ça serait bien que je poste un truc. J'ai essayé de trouver un truc qui me plaît, qui est pas trop long, mais que j'ai juste envie de faire. Et tu sens qu'il y a une petite retombée, mais à la fois, c'est pas grave en fait. Parce que du coup, t'as fait quelque chose qui te plaisait et tu sais que juste ça te redonne un élan. Donc, et tu sais qu'après, alors au départ, c'est un peu déstabilisant parce que tu te dis en fait, tout de suite, tu sais, tu te prends le revers, tu regardes plus du tout ce qui a été positif et tu te dis oh mon Dieu, j'ai fait un truc, c'était merdique, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Tu sais. et en fait, non. Après, avec le temps, tu te rends compte que oui, ces petites retombées. Non seulement elles sont pas graves, mais en plus elles sont hyper bénéfiques parce que c'est ce qui te permet un petit peu de te reposer et de te rebooster toi en fait. Et puis après tu sais que tu repars, que tu as des nouvelles idées et que les idées, la création et ce que tu fais c'est vachement par cycle. Ouais. C'est jamais constant et en fait quand tu commences à le faire depuis quelque temps, tu te rends compte qu'en fait ça fait juste partie du cycle du truc et que c'est ce qui te permet de repartir après en fait. Donc pour faire un truc encore mieux. Puis de repartir sur quelque chose qui te plaît vraiment parce qu'après ce qui est difficile c'est de te perdre en faisant que des choses qui te plaisent, de retomber dans quelque chose qui te plaît pas pour plaire aux autres. Ce qui est la base du truc quand même. Et voilà, et ce dans quoi j'ai pas du tout envie de retomber, quoi. Enfin, c'est pas le but. Non. Et donc, t'as commencé donc à dessiner 10 heures par semaine. Comme quoi, on dit toujours que quand on veut trouver le temps, on arrive à le trouver. Au boulot, donc ça commençait tu commençais un peu à t'user, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses te dire, en fait, j'arrête? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas moi qui ai pris la décision d'arrêter. C'est-à-dire que moi, je voulais arrêter, je voulais prendre cette décision. J'en ai d'ailleurs beaucoup discuté avec mon mari, qui me disait, on va peut-être attendre un peu. En plus, c'est tombé pile pendant le Covid, donc pas la meilleure période, tu vois, pour arrêter un job. Sachant qu'en plus, ton mari est indépendant. Il est indépendant, lui, en plus, voilà. Donc, c'est moi qui avais un petit peu le boulot stable du foyer. Donc, c'est vrai que du coup, on se dit, c'est peut-être pas le moment. Avec les garçons, en plus, t'as un petit peu ce stress de te dire, il faut un petit peu assurer, quoi. Tu peux pas. Donc, je commence à lui dire que ça va pas, que je veux arrêter, mais pas tout de suite. Enfin, tu vois, je suis pas sur la prise de décision, tu vois. Et à la fois, j'ai aussi un relationnel avec les gens avec qui je bosse où j'ai pas envie de leur faire une crasse parce que c'est des gens que j'apprécie vraiment. Bon, déjà, c'est pas dans mon tempérament. Et en plus, c'est des gens vraiment que j'apprécie. Et je me dis, j'ai pas envie, tu vois, de les laisser tomber maintenant, surtout qu'ils m'ont salarié j'ai pas été salariée tout ce temps-là, c'est-à-dire que j'ai bossé en collaboration pendant quelques années. Okay. Et après, ils ont quand même pris la décision de me salarier, donc ce qui a été quand même aussi pour eux un investissement. Ouais. C'est quand même une toute petite entreprise, donc ils ont aussi misé sur moi, en sachant que ça faisait des années qu'on bossait ensemble. Ils m'ont proposé justement de me salarier pour m'offrir une stabilité. Ouais. Et ce qui est, pour eux, un sacrifice quand même financier, parce que salarier quelqu'un, c'est quand même aussi pas super évident. Donc, et j'ai aussi ce truc-là où je me dis, d'un côté, c'est pas le moment pour nous, c'est compliqué que je parte. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de les lâcher tout de suite, quoi. Tu vois, j'ai envie quand même qu'on puisse en discuter avant. J'ai pas envie, tu vois, que ça leur retombe dessus, quoi que ce soit. Donc il y a ce double truc qui fait, qui me fait dire, je vais pas partir tout de suite. Et sachant qu'à l'époque, tu dessinais, donc t'avais ton compte Insta, mais t'avais pas de commandes en parallèle. Est-ce que t'avais commencé à avoir des commandes? Alors non, en fait, j'ai commencé à avoir des commandes pendant le premier confinement. D'accord. Donc je sais pas, mars, avril. Donc c'était pas en mode je commence à avoir mon petit business en parallèle du tout. C'est-à-dire que je m'étais dit pourquoi vraiment ça me plaît, pourquoi pas aller là-dedans, mais j'ai pas de commande.
mais si j'avais pas eu les enfants et pas eu ce truc-là, j'avais dit à mon mari, mais moi c'est pas grave, j'arrête tout et j'y vais à fond, c'est pas grave quoi, tu vois, genre j'ai pas de commande et j'y vais, tu sais, la meuf qui est pas du tout pas du tout sérieuse quoi. Bah si, mais en même temps quand t'es tellement animé par un truc. Oui, non mais c'est sûr. Donc bon, j'étais pas forcément dans ce truc-là justement du fait un petit peu des responsabilités envers tout le monde quoi. Donc toujours ce côté de faire plaisir aux autres et d'être voilà. Et donc du coup je commence à avoir des commandes en mars-avril et je sais que ça commençait un petit peu avant. Il y a quelques mois auparavant, on commençait à en discuter donc du coup avec mes boss une fois ou deux, ils m'avaient dit écoute, faut qu'on discute, on sent que t'es pas trop bien. Il faudrait peut-être un petit peu rectifier le tir. Nous, on est là, enfin, mais vraiment dans la discussion, tu vois, de dire, bah, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux et qu'on arrive à retrouver ce truc qu'on avait avant, tu vois. Donc, on en discute plusieurs fois, donc ça tombe pas des nues non plus. C'est-à-dire que eux, ils le sentent aussi. Donc, à plusieurs reprises. Et donc, je commence à avoir des commandes pendant le confinement. Et donc, pendant le confinement, du coup, je bosse en télétravail. Mais du coup, forcément, je prends une distance par rapport à ton boulot, encore plus, puisque forcément, je suis plus sur place. J'ai quand même alors déjà, je me mets d'accord avec eux, c'est-à-dire du fait que je pourrais pas bosser parce que j'ai les enfants aussi, donc je vais bosser pendant les siestes, pendant les trucs, mais ça sera pas des vraies journées de boulot, donc eux, pas de souci, ils sont ok avec ça. Mais du coup, je prends d'autant plus une distance avec mon boulot, quoi, en fait. Et je commence à avoir ces commandes-là en parallèle, donc très peu au départ, hein, puisqu'on commence tous comme ça. De toute façon, tu commences à avoir quelques demandes. Donc ça, en gros, c'est des gens qui te contactent par Instagram, exactement. Ouais. Tu l'as vécu comment la première demande? Ah, mais j'étais trop contente. C'est-à-dire que je pense que la personne me demande donc un dessin, et rien que le fait de me faire payer pour dessiner, je trouvais ça absolument génial, quoi. C'est-à-dire que tu fais un truc que t'aimes et on te paye enfin tu vois, c'était vraiment un truc donc je pense que je lui ai demandé un prix complètement dérisoire, quoi. C'est-à-dire que le truc mais j'étais tellement contente, si tu veux, de me dire mais mon Dieu, j'ai fait un dessin et j'ai pu avoir de l'argent grâce à ça, mais c'est juste fou, quoi. Et en plus, enfin vraiment, quand tu le fais, t'as pas l'impression de bosser, quoi, parce que tu fais. Est-ce que le fait du coup de faire un dessin pour quelqu'un, parce que finalement t'avais jamais fait un dessin pour quelqu'un en étant rémunéré, est-ce que ton rapport au dessin n'a pas été altéré entre guillemets en ayant une espèce de pression supplémentaire? Bah non, parce que du coup, j'étais contente d'avoir cette commande et d'être rémunérée pour faire ça. Mais j'avais pas la pression la pression financière, puisque j'avais toujours mon boulot. C'était du bonus, j'étais quoi. Un CDI, donc c'était que du plus. Donc du coup, même si je gagnais rien, finalement, c'était pas grave. C'était quelqu'un qui m'avait demandé de faire quelque chose, qui m'avait donné un brief et de répondre à cette commande. Moi, j'étais juste hyper contente de me dire bah super, j'ai ce petit challenge. Enfin, en plus, c'est hyper boostant parce que et t'as envie de le faire en plus, du coup. Donc non, c'était que du plus, quoi, du coup. Donc du coup, tu commences à prendre un peu de le large. Ouais. Donc du coup, je commence à avoir quelques commandes. Et au bout de quelques-unes, donc il commence à arriver une commande par semaine, tu vois. Et donc du coup, donc ça, on est en mars à peu près. On est en avril-mai, je dirais. Donc je commence à avoir quelques commandes en mai, donc déconfinement donc début mai. Donc je retourne bosser. Et en fait, je crois début juin, comme je commence à avoir quelques commandes, je me dis je vais réouvrir, parce qu'en fait, j'ai été auto-entrepreneur pendant quelques années en tant qu'archi, que j'ai fermé après quand j'ai été salariée. Et donc je me dis je vais réouvrir mon numéro tiré, je vais réouvrir une entreprise pour pouvoir déclarer ce que je fais, même si je fais quelques commandes. Du coup, je vais commencer peut-être à faire un petit peu, enfin, en tout cas, à déclarer ce que je fais à côté, parce que du coup, c'est quand même intéressant de pouvoir faire ça. Et en fait, je réouvre mon entreprise. Et une semaine après, réunion avec mes boss qui me disent écoute, on voudrait te parler, mais tu vois vraiment dans la même temporalité, qui me disent écoute là, on sent bien que t'y es plus, on voudrait arrêter, quoi. Et tu vois, juste au moment où je réouvre mon entreprise, quoi. Donc vraiment, ça se fait quasi en même temps. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ils viennent me voir. Enfin, je sens vraiment grosse pression de leur côté aussi de m'annoncer ça. Oui, forcément. Alors que moi, j'avais la pression de leur annoncer. Enfin, je savais pas comment leur dire aussi que je voulais partir à un moment donné, quoi. Même si je voulais attendre un petit peu du fait de la conjoncture qui était pas la bonne. Et en fait, super soulagée, tu vois. Et quand ils voient que moi aussi soulagée,
on se dit en fait c'est génial parce que c'est pas c'est juste une porte qui se tourne en fait. Ouais. Tu vois, que ce soit de leur côté ou du mien, et soulager chacun de se dire en fait on arrête, mais tous on a envie d'arrêter et on a envie d'arrêter en bon terme quoi. Tu vois, c'est voilà, c'est 10 ans. Tu vois, je te faisais le parallèle tout à l'heure avec un amoureux ou ce genre de choses. Ben là, c'est un peu ça, tu vois, c'est tu divorces de quelqu'un, mais en fait, les deux personnes ont envie de se quitter, mais ne savent pas comment se le dire, tu vois. Et en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on garde ces relations-là et tu vois, on a battu quand même des relations presque d'amitié pendant 10 ans, puisque on a passé quand même 10 ans à bosser ensemble. Et en fait, on se quitte au moment où tout le monde a besoin que ça s'arrête. Ouais, avant que ça parte en cacahuète. Avant que ça parte en cacahuète. Et on parle souvent quand même de l'ego du premier qui se fait quitter entre guillemets. Toi, c'était plus la joie de se dire enfin ça s'arrête que. Ouais, alors pas joie, mais plutôt soulagement. Ouais. Parce que c'est toujours un peu triste quand c'est la fin de quelque chose. Si, quand même un peu la joie. Si, quand même la joie de commencer autre chose, tu vois. Ouais. Mais plutôt, le soulagement de dire bon, ok, ça fait un moment que j'y pensais et peut-être que si eux n'avaient pas arrêté, je serais restée encore un certain temps, qui fait que ça se serait vraiment dégradé. Ouais. Et c'était pas la bonne solution non plus, tu vois. Enfin, je pense que si j'étais restée encore, c'est un manque de courage quelque part venant de ma part, parce que tu vois, il aurait fallu à un moment donné que j'y aille et que je dise bon bah maintenant terminé. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu cette pression par rapport aux enfants, du fait que c'était moi qui aussi ramenais le salaire dans le foyer, etc. Et donc du coup, soulagement. Mon mari, lui, était moins. Ouais, c'est ce que j'allais te demander quand t'es rentrée le soir à la maison. Non, lui, sur le coup, il a pas été hyper ravi. Il était même assez en colère. Tu vois, il comprenait pas. Il me disait quand même, c'est pas le bon moment. On sort du confinement, ça va être le moment où il y aura pas de boulot. Du coup, tu vas te lancer dans un truc, mais pile au mauvais moment. Et en fait, là aujourd'hui, avec le peu de recul, parce que c'était pas il y a des années, mais en tout cas quelques mois après, en fait non, c'était pile le bon moment parce que du coup, je peux bosser de chez moi. Les grands-parents peuvent plus aller récupérer les enfants à l'école, ni les nounous. Donc je peux gérer mon temps, je peux m'occuper d'eux. Enfin, je commence à avoir quand même pas mal de commandes, même beaucoup. Donc en fait, pile bon moment quoi. Enfin, et du coup quand on discutait, il me dit mais je crois que t'es la seule personne sur terre contente de s'être fait virer quoi. Je dis oui, peut-être. Je dis à la fois ils m'ont pas licencié, on a fait une rupture, donc pour moi c'est plus un commun accord, tu vois, ça fait un moment qu'on en discute quand même. C'est eux qui ont initié la discussion. C'est eux qui ont initié la discussion, mais eux m'ont proposé une rupture. Ce que moi j'avais peur de leur demander, même si je pensais leur demander, puisqu'on était on est quand même proches et en bon terme, donc pour moi je pensais pas que ça posait de problème. Donc voilà, on a été hyper d'accord sur les termes et tout, donc non, moi ça me semblait pas j'étais pas en colère ni j'étais non, pas de souci. Et donc du coup ça se passe comment alors cette nouvelle vie? Bah écoute, top, ce que je te disais tout à l'heure, du coup c'est que du coup j'avais besoin de ça en fait, je pense, de pouvoir organiser mon temps. Ça faisait aussi partie des choses qui me manquaient vachement, donc du coup là de pouvoir m'organiser comme je veux. Et de pas avoir cette pression financière aussi, parce que je pense que ça aurait été très compliqué si effectivement on n'avait pas si t'avais pas eu le chômage. Ça change tout en fait pour partir. Bien sûr. C'est vraiment, ça te laisse du temps pour mettre en place ton activité, pour tester des choses. Et puis c'est une vraie c'est un vrai soulagement quoi, c'est-à-dire que tu peux faire les choses sans pression, donc non ça c'est non du coup top. Alors après ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup j'ai plus du tout de temps pour moi quoi. C'est-à-dire que du coup je fais des toutes petites journées, après je m'occupe des enfants et ensuite je rebosse le soir, donc du coup c'est vraiment des journées qui sont hyper intenses. Mais par contre, je fais que ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire que je fais à la fois, je dessine toute la journée. Enfin, j'exagère, parce que tu sais bien que quand t'as ton activité, tu fais pas que ton activité, t'as aussi la partie administrative. Mais en tout cas, comme c'est ta propre activité, t'es quand même hyper dans le truc. Et je m'occupe aussi de mes enfants, donc c'est quand même cool d'avoir ce temps-là pour eux qui me manquait aussi avant avec mon boulot, quoi. C'est-à-dire que avant, je partais le soir, je culpabilisais de partir la première, mais j'arrivais à la crèche, je culpabilisais d'arriver la dernière. Donc du coup je culpabilisais tout le temps, tu vois, parce que j'avais pas assez de temps à mon boulot, j'avais pas assez de temps avec mes enfants. J'arrivais à la maison, j'ai faisais manger l'histoire au lit quoi, enfin donc des trucs hyper speed, je profitais pas du tout d'eux. Et du coup il y a aussi ça, tu vois, qui me pesait vachement, où je me disais
il y a des moments où j'aimerais me dire, voilà, je voudrais partir plus tôt et pourquoi pas rebosser à un autre moment le soir et pouvoir profiter d'eux et être moins dans le stress, parce que c'est quand même hyper fatigant quand tu bosses, t'as une grosse journée de boulot et puis que t'arrives, tu gères les enfants, tu gères la bouffe, tu gères et du coup, t'es rincé, quoi. T'es rincé, c'est Ouais. ça. Et là, aujourd'hui, du coup, l'administratif et tout, ça te prend beaucoup de temps? Ouais, ça me prend du temps, mais de moins en moins forcément parce que au départ, tu le temps de te roder, puis après tu mets en place des process qui font que tu vas un peu plus vite, quoi. Tout est prêt, t'as plus qu'à remplir des choses. Tu te renseignes un petit peu sur ce qui existe aussi pour te faciliter la vie, donc ça prend du temps, mais j'essaye d'optimiser. Ouais. Après, c'est vrai que aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de podcasts comme le tien, ou de comptes Instagram, de blogs, de personnes qui expliquent comment justement rentabiliser ton temps. Ouais. Et ça, tu trouves beaucoup d'infos aujourd'hui sur Internet qui font. C'était quoi pour toi les informations clés qui t'ont aidé à gagner du temps? Alors déjà, il y a des comptes Insta. Par exemple, je pense à un en particulier qui s'appelle I Don't Think I Feel, qui explique un petit peu la vie de freelance et qui t'explique comment faire des devis, comment organiser, faire des process justement, etc. Après, il y a des personnes aussi qui ont des chaînes YouTube, des choses comme ça, et qui, en fait, te donnent plein de petits tips de comment faire des choses. Et en fait, mis bout à bout, toutes ces petites choses, quand tu les mets en place, très vite, t'arrives à faire quelque chose qui tient la route, quoi, en fait. Et c'est quoi, du coup, les types de commandes que tu as aujourd'hui? Alors, j'ai commencé beaucoup avec des commandes de particuliers. Et là, aujourd'hui, je commence à avoir pas mal de commandes d'entreprises. Les particuliers, c'était quoi? C'était faire part de naissance? Alors, les faire part, j'en ai fait assez peu, parce que c'est des commandes qui prennent beaucoup de temps, donc qui forcément sont où tu mets un prix qui est assez haut, parce que vraiment c'est quelque chose qui est très chronophage, et donc du coup c'est sûr que c'est un prix qui est difficile à sortir pour quelqu'un, donc j'en fais un petit peu mais pas beaucoup. Après c'est plus des portraits, des mises en situation, des personnes qui me demandent leur personnage un peu stylisé, dans des situations marrantes, ou sur des portraits, des choses comme ça. Après des entreprises, ça va être pour soit pour les réseaux, par exemple, du contenu pour les réseaux, des choses comme ça, ou pour illustrer, par exemple, là j'en ai fait un, c'était un guide pédagogique pour les parents, donc pour illustrer un petit peu différentes choses. Voilà, et après j'ai des projets, des demandes de choses, mais qui sont un peu plus secrètes pour l'instant, parce que je ne sais pas trop où ça va aller, ce qui va se faire, donc voilà. Il y a des projets en particulier, il y a des projets qui te plaisent plus et qui t'animent plus que d'autres? Oui, forcément, il y a des projets où quand tu commences, tu te dis mais ça c'est génial, c'est exactement ce que je veux faire. Il y en a d'autres qui forcément où t'es moins emballé, mais en fait, je me rends compte qu'une fois que je commence, en fait, juste le fait de dessiner, ça me plaît, donc en fait, pas de souci, quoi. Tu vois, très vite, ce truc-là, il est vite dépassé par le plaisir de le faire, en fait. Donc. Et t'as eu des désillusions dans ce métier de dessineuse? Non, au contraire même. Tu vois, j'avais peur. Je sais que par exemple, dans beaucoup de métiers, t'as quand même ce côté un petit peu, où les gens un petit peu peuvent se tirer dans les pattes, où t'as la concurrence, tu vois, ce côté-là. Et en fait, là, pas du tout. Alors, je sais pas si j'ai eu la chance de tomber sur un réseau d'illustrateurs hyper sympa et que c'est juste de la chance, ou si c'est vraiment ce réseau-là. Mais j'ai l'impression que les gens ont plutôt tendance à se soutenir, donc ça, je pensais justement que ça serait peut-être un peu compliqué tout ça, et en fait au contraire, j'ai eu plutôt des bonnes surprises plutôt que l'inverse, en fait. D'accord. Donc ça, c'était plutôt cool. Et particulièrement, je pense à ce réseau d'illustrateurs où tout le monde se soutient, où où on discute les uns avec les autres pour pouvoir se donner des avis, se poser des questions, etc. Les gens se refilent un petit peu les projets quand l'un a pas forcément le temps, propose aux autres. Enfin, il y a vraiment ce réseau d'entraide, tu vois, où je pense que tout le monde se rend compte que je pense que comme c'est un métier qui est pas évident, qui est pas stable, qui est quand même, tu vois, en tant qu'artiste-auteur, tout le monde le sait, c'est quand même pas hyper bien foutu. Donc du coup c'est un peu compliqué, et du coup les gens s'entraident plutôt, quoi. Donc, Du coup vous vous réunissez sous quelle forme? Vous avez un Slack? Non, plutôt par les réseaux. D'accord, elle vient directement WhatsApp, via Instagram, WhatsApp. ou via WhatsApp, Ok. ou via Instagram, exactement.
Ça, c'est un truc qu'on découvre quand dans les nouveaux métiers où t'as en effet, là, tu vois, moi, je vois, avec les podcasteurs, on a un Slack, il y a des WhatsApp, enfin, il y a des groupes Facebook et tu te rends compte en effet que tu te sens moins seul, même si moi, l'activité podcast va faire partie d'une activité plus globale, mais c'est chouette d'avoir des gens sur qui tu peux compter, tu veux dire, oh, tiens, au fait, comme je galère là-dessus, comment tu peux m'aider, enfin, c'est... Ah ouais, complètement. Et puis même avec d'autres corps de métier, par exemple, des gens avec qui tu peux bosser, mais qui sont aussi entrepreneurs en fait. Finalement, même qui te font une commande, mais qui comprennent très bien ce que c'est de bosser pour soi-même. Ouais. Du coup, tu te rends compte que c'est pas, il y a pas forcément. Alors pour l'instant, peut-être que je suis pas encore assez dans le truc. J'ai pas encore eu ce côté où de la personne essaye de négocier, de te tirer le meilleur prix. J'ai plutôt eu des gens qui me disent, écoute, je veux quand même que tu t'y retrouves au niveau de ton temps. Évidemment, si tu peux me faire le moins cher possible, c'est cool. Mais d'un autre côté, je sais ce que c'est de bosser à son compte. Et voilà, le but c'est que tout le monde s'y retrouve. J'ai plutôt eu ce retour d'expérience pour l'instant. Donc, et peut-être que dans 6 mois, ce sera différent. Mais... on s'en reparle de toute façon dans 3 mois. C'est ça. Et du coup, j'imagine que ça va être un moment particulier de devoir justement valoriser son temps et sa création, parce que finalement, c'est pas que du temps que tu valorises. Ouais. Mais dans quel sens Dans le sens où dire voilà, mon dessin il coûte tant. Ah oui, c'est compliqué, ouais. Au départ, je pense que tu tombes un peu dans le même piège, mais que toutes les personnes qui vont te passer commande, on est tous dans ce truc-là. Et même toi, au départ, quand tu commences à dessiner, une personne te fait une commande où tu te dis, ah ben ça va, je vais y passer 2 heures, je vais demander ça. Et en fait, tu y passes 5, 6, 7, 8 heures et tu dis, bon, ok, en fait, non, pas du tout. Donc, tu te fais les dents. C'est ça. Et tu dis, bon, en fait, je vais peut-être un petit peu augmenter. T'augmentes un petit peu, tu te dis, bon, ok, non, on n'y est toujours pas. Donc, tu réaugmentes, mais en te disant quand même, à un moment donné, il va falloir que j'arrête d'augmenter. Mais là, quand même, je suis pas du tout sur le bon truc. Ouais. Et du coup, tu te dis, bon, j'augmente un peu mes prix, mais en parallèle, je vais voir aussi comment je peux optimiser pour y passer moins de temps, pour pas non plus, voilà. Et en fait, tu ajustes au fur et à mesure du temps, quoi. C'est sûr que tu tombes pas tout de suite du jour au lendemain sur le bon truc. Et je pense qu'on passe tous par là, et sur tous les blogs justement de freelance ou de trucs comme ça, tout le monde, c'est vraiment une question qui revient tout le temps, quoi. Te dire, mais mon Dieu, j'ai mon premier devis à faire, c'est ça. Qu'est-ce que je mets dessus, quoi. Ouais. Et tout le monde passe par là, de toute façon, et il faut y passer par là parce que c'est ce qui permet après de réajuster, de toute façon. Ouais, c'est clair. Donc au début, tu fais des conneries, tu oublies des mots dans ton contrat et tu te dis merde, c'est pas ça. Et puis après, tu ajustes et après, tu commences à être pas mal et ça va, quoi. Ouais, ça roule. Ouais. Et là, du coup, tu penses, à ton avis, à quelle échéance tu vas pouvoir retrouver le salaire que tu avais avant? Alors, je sais pas, parce que je m'étais dit, en fait, j'ai démarré, on va dire, en septembre, à me dire, là, je m'y mets à plein temps. Donc, je m'étais dit, je regarderai au bout de 6 mois ou 1 an, comme j'ai ces 2 ans aussi de chômage, même si c'est dégressif. Je pense que je vais me faire un petit peu un check au bout de 6 mois, un check au bout d'1 an pour voir où j'en suis et comment j'arrive à arriver à un objectif qui soit viable. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand t'es indépendant, bah tu le sais, tu regardes pas ce que tu gagnes au mois, mais plutôt à l'année. Donc de voir comment t'arrives à jauger. Je pense que ça va être vraiment par rapport au recul à un moment donné. Donc ça, pour l'instant, j'attends un petit peu de voir. Mais en tout cas, ce qui est cool, ce que je vois, c'est que là, depuis quelque temps, j'ai vraiment beaucoup de commandes et je commence à vraiment avoir de l'attente, quoi. Ah, génial. Donc c'est vrai que là, j'ai des gens qui viennent me voir et je leur dis, bah pas tout de suite. Alors là, il y a les chances de Noël, qu'il faut aussi que j'ai peut-être beaucoup de commandes maintenant. Mais j'ai aussi des partenariats qui se mettent en place avec des entreprises qui sont pas forcément en rapport avec Noël et qui me font dire que quand même, ça commence à rouler, quoi. Je commence à avoir des partenariats qui sont un peu plus sur le long terme, donc qui reviennent chaque mois. Donc du coup, voilà, pour l'instant, je me dis que, en tout cas, on est plutôt sur une pente montante. Donc voilà. Ça rassure ton mari, du coup? Ouais, lui, et bah du coup là, on en a rediscuté. Il était quand même super content de me dire, mais en fait, oui, t'as raison. C'était pile le bon moment, quoi, parce que vraiment, que ce soit par rapport à notre organisation et par rapport au fait que tu puisses continuer à bosser malgré les confinements, parce que du coup, c'est ça aussi, tu vois, quand tu vois toutes les boutiques qui sont obligées de fermer, les restos et tout, pour eux, ça doit être vraiment très compliqué, quoi. Et du coup, je me dis, bah non, du coup, j'ai cette chance de pouvoir bosser de chez moi et en plus d'avoir du boulot, quoi. Donc, en fait, là où ça peut être très compliqué parce que je suis sur un démarrage d'activité, bah en fait, ça va, quoi. Donc, grosse chance, quoi. C'est ce qu'on en parlait quand t'es arrivé. Là, il y a la grève de la cantine avec un préavis d'1 mois. Donc, c'est génial. Pour 1 mois, potentiellement, on n'aura pas cantine. Et c'est là où je disais à mon mari ce matin ou hier, quand il disait, mais vraiment, c'est relou, je dis,
essayons de voir le positif. Enfin, j'ai la possibilité d'aller les chercher à l'école et avant, enfin, ça aurait été la misère, quoi. Donc, C'est vrai que quelqu'un qui bosse, qui est salarié au sein d'une entreprise et qui doit dire à son boss, je dois aller chercher mon enfant à la cantine tous les jours. À 11h15, allez, salut. Qui joue son boulot, du coup, parce que, c'est clair. À un moment donné, c'est clair que c'est pas la même chose. Alors, certes, c'est compliqué parce que, du coup, tu t'organises autrement, mais en fait, c'est moins compliqué que pour beaucoup de gens. En fait, je pense que t'as le côté, clairement culpabilité en fait en moins en fait parce que en effet voilà le soir je vais chercher les enfants à 16h et puis du coup t'assumes. J'assume et puis après je rebosse et puis voilà quoi c'est sûr. À partir de quand du coup t'as raconté à tes employeurs que t'allais devenir illustratrice? Alors, je leur ai pas dit forcément je vais devenir illustratrice, mais je leur ai montré ce que je faisais en fait et je leur ai dit que j'avais ouvert un compte Insta et que je faisais ça et que du coup je commençais à avoir des commandes. Et ça en fait ça a été après le moment où on a arrêté de bosser ensemble. Parce que c'est vrai que je savais pas trop si ça les intéresserait. Enfin oui, je me doutais que ça les intéresserait, mais j'en avais pas trop parlé à beaucoup de monde. Donc du coup, j'en avais parlé uniquement à mon mari. De ton compte Insta, du coup, personne dans ton entourage était au courant? Non, c'est vraiment fait au fur et à mesure. Ouais, c'est surtout qu'en plus sur ton compte Insta, il y a pas ta photo, il y a pas t'es un peu incognito, même complètement incognito. En fait, au début, je le faisais vraiment pour moi. Donc du coup, j'en ai parlé à personne. Je le faisais juste parce que j'avais envie de dessiner et de me forcer entre guillemets à le faire. Et c'était vraiment mon jardin secret pour me faire plaisir. Et du coup, même mon mari qui savait que je dessinais et que j'avais ce compte Insta, je lui montrais pas forcément et il allait pas forcément voir. Donc du coup, j'en ai parlé à personne et les archis avec qui je bossais, forcément, je leur en avais pas forcément parlé. Et du coup, je leur en ai parlé une fois que vraiment j'étais lancée là-dedans et que je me suis dit, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et du coup, quand je leur en ai parlé et que je leur ai montré, ils ont été hyper emballés en fait. Ils m'ont dit mais c'est top et tout. Donc du coup, c'est pareil, bonne surprise quoi. C'est vrai que je savais pas trop si ça leur plairait. Enfin, finalement, on a bossé 10 ans ensemble et d'un coup, je leur montre quelque chose qui est pas du tout tout ce dont on a fait ensemble pendant 10 ans. Donc on est loin des maisons d'archi. On est parce que c'est un univers de BD, tes illustrations. Ouais, complètement. Ouais. Mais bon, finalement, ils ont été hyper emballés et même à chaque fois qu'on se voit régulièrement, ils m'en parlent, de savoir comment ça se passe, ils ont envie de voir, ils se sont abonnés et tout ça. Enfin, non, aucun souci. Ah, super. Qu'est-ce que tu penses que la petite Cyrielle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Oh là, c'est compliqué. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'elle me dirait, mais t'as attendu 15 ans, sérieusement, pour faire ça? Je sais pas. C'est une bonne question. Je pense qu'elle serait quand même contente de voir que finalement, si, c'est quand même que. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que c'est le début, mais en tout cas, de se dire que j'arrive à être dessinateuse. Mais ouais, je sais pas trop. Je pense que elle serait contente mais quelque part qu'elle se disait, mais pourquoi t'as attendu tout ce temps quand même? Tu le savais que tu voulais faire ça? Pourquoi? Ouais. Et tu lui répondrais quoi? Je dirais que des fois dans la vie, il faut prendre le temps, la réflexion a besoin de temps et que c'est pas pour rien. Peut-être que des fois les choses se passent comme ça parce que j'ai pas passé 15 mauvaises années. Hein. C'était quand même des belles années où j'ai aussi appris plein d'autres choses qui me servent aujourd'hui, où j'ai fait des choses qui me plaisaient et où j'ai rencontré des gens aussi que j'aurais pas rencontrés si j'avais pas fait ça. Donc il y a eu plein d'autres choses, plein d'autres choses quoi. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y a quoi qui te resserre du coup de ton métier d'avant? Alors déjà le fait de savoir se servir de tout ce qui est logiciel créatif, etc. L'organisation, l'administratif aussi, parce que du coup savoir ce que c'est une entreprise, c'est bête mais savoir ce que c'est la TVA, savoir comment tu gères les choses, etc. Et puis l'organisation, parce que après quand tu bosses sur des projets comme ça qui sont sur le long terme, parce que quand t'es architecte, c'est vrai que tu bosses sur des projets qui sont vraiment sur le long terme, t'as quand même une temporalité du projet que tu mets en place. Ouais. Donc ça c'est intéressant. Et voilà, je pense à un mode d'organisation un petit peu général, une façon de penser aussi qui est un petit peu différente puisque tu apprends à penser différemment les choses. Donc ouais. Qui dit choix dit renoncement, c'est quoi du coup à toi tes renoncements? Là clairement renoncement à un CDI. Mais c'est tout en fait. Ouais, c'est tout.
Et derrière, parce que chaque personne met des choses différentes derrière le CDI. Pour toi, c'est quoi du coup dans le renoncement du CDI? C'est une stabilité, c'est-à-dire se dire de savoir que financièrement, à la fin du mois, tu auras pas à t'inquiéter de ça, quoi. Après, quelque part, je sais pas, je me pose la question parce que je me dis c'est peut-être quelque chose qu'on a tous en tête mais qui est un peu erroné, parce que finalement quand t'es en CDI pour une entreprise, le jour où ils veulent se séparer de toi, t'as plus rien. Alors que quand tu es à ton compte, t'as quand même plusieurs clients, donc le jour où t'as un client qui te lâche, tu en as d'autres, donc ouais. Ça reste, je sais pas, la notion de stabilité, finalement on s'en fait peut-être toute une montagne, alors qu'en fait tu vois, je me pose quand même beaucoup de questions à ce niveau-là, de me dire est-ce que c'est vraiment une stabilité d'être salarié, je sais pas. Après oui, je renonce aussi à cette vie quotidienne que j'avais avec l'équipe avec qui je bossais, c'est parce que c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément, et ça oui, c'est un renoncement de me dire je les vois plus chaque jour. C'est vrai que c'était agréable d'aller bosser avec eux, donc après ça me fait rien de bosser seul, c'est pas le coup de bosser seul et de pas bosser avec d'autres personnes, c'est de plus bosser avec ces personnes-là que j'appréciais, en fait, on va dire. D'accord. C'est quoi pour toi les plus grandes difficultés que tu as eu à traverser du coup pendant les 15 dernières années, et comment tu les as gérées? Par rapport au boulot, tu parles? Ouais, ou pas d'ailleurs. Les plus grandes difficultés, c'est une bonne question. Je pense que justement c'est de savoir s'écouter. Enfin, aujourd'hui c'est quelque chose que je vois avec le recul, mais du coup j'ai pas forcément à les gérer parce que je les voyais pas. Mais c'est de savoir ce que je voulais vraiment, et de savoir m'écouter, de m'extraire vraiment de ce que voulaient les autres et du regard des autres, tu vois. Ouais. Je pense. Comment tu le travailles du coup, ça? Ça, maintenant, je me pose concrètement la question, j'essaie de me poser concrètement la question de, quand je fais quelque chose, de me dire, mais est-ce que ça me fait vraiment plaisir à moi? Ouais. D'abord. Ok, quelle va être l'utilité, mais de quelle manière? Et si ça me fait pas plaisir, comment je fais pour le rendre agréable? Ouais, c'est chouette. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Oh, la plus fière. Il y a tellement de choses qui sont sur le même plan. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de plus fière. En fait, je pense que je suis la plus fière d'avoir réussi à faire toutes ces choses en même temps. C'est-à-dire d'avoir quand même un super mari qui est quand même au top, tu vois, d'avoir 2 enfants, vraiment, je pense comme toutes les mamans dont je suis folle, et d'avoir réussi à faire quelque chose qui me plaît vraiment au niveau de mon boulot, enfin de commencer à faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et en fait, voilà, ma fierté, c'est d'avoir tout ça. En fait, c'est pas une de ces choses, c'est tout en même temps. Enfin, c'est d'avoir vraiment. C'est cet équilibre-là, ouais. C'est quoi les plus grandes peurs que tu as eues du coup au moment de la fin de ce contrat de CDI et cette nouvelle activité? C'est que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire de me dire, ok, j'ai 3 commandes qui se courent après, mais est-ce que je vais vraiment en avoir après, quoi? Est-ce que ça va pas vite retomber? Est-ce que ça va vraiment, est-ce que je serais pas obligée? Parce que quelque part, quand on a arrêté, et même, je pense que ça, je vais le garder en tête un moment, c'est de me dire, il faut que je garde en tête que si ça fonctionne pas, il faut que je prenne quand même un boulot à côté pour pouvoir assurer le truc. Et ça, il faut le garder en tête un long moment, parce que il peut y avoir des vraies périodes de creux à un moment donné, mais qui sont temporaires, et de se dire il faut pas lâcher. Et du coup, ma peur, c'était de me dire ok, je vais devoir reprendre peut-être un boulot à un moment donné, et vraiment relâcher le truc complètement, ne pas réussir à faire ça vraiment, quoi. Et reprendre un boulot, ça serait quoi? Reprendre un boulot en architecture? Non, je suis pas sûre. Je pense que ça serait reprendre peut-être un boulot alimentaire qui me permettrait de continuer à faire ça. Parce que je me verrais pas lâcher le truc facilement, pour le coup. Ouais. Donc, comme un boulot, t'as quoi en tête quand tu parles d'un boulot alimentaire? J'ai pas forcément d'idée. Je pense que le jour où je verrai, tu vois, quand je ferai mon petit point dans 6 mois ou 1 an, et que si je vois que vraiment c'est compliqué financièrement, je taperai boulot, tu vois, je ferai une recherche de ce qu'il y a, et on verra à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est une porte ouverte que tu te laisses. Voilà, je l'ai dans un coin de ma tête, de me dire, tu prendras n'importe quel boulot qui pourra te permettre de payer les factures, de pas te mettre dans la merde, et
Voilà, peu importe le boulot, je pense. Ouais. Après, peut-être que si ce jour arrive, ce que j'espère pas, peut-être que je le verrai pas comme ça, mais pour l'instant, ouais. Ouais, C'est ce que j'ai dans le coin de ma tête. Ouais. C'est le plan B. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un te croise, là, voit que tu as un super compte Instagram, que tu dessines hyper bien et que aujourd'hui tu es illustratrice, il se dit mais t'es là uniquement grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alors, je dirais pas uniquement, je dirais en partie, oui. En fait, je pense que la chance, elle est accessible à tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde a de la chance et que est-ce que t'es prêt à la voir ou pas? Parce que en fait, pour moi, la chance, c'est quoi? C'est des opportunités en fait qui vont se présenter à toi et c'est est-ce que t'es prêt à les saisir ou pas finalement? Et si tu en loupes une, il y en aura toujours une autre derrière. Enfin, je pense que, je sais pas, je trouve qu'on entend quand même très souvent des personnes avec qui tu peux parler qui vont dire juste à ce moment-là il est tombé ça, c'est marrant, les opportunités ou les choses de la vie, tu te rends compte. Et en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les conversations. Et tu te dis mais en fait la chance elle est là tout le temps et c'est juste est-ce que t'es prêt à la saisir, est-ce que t'es ouvert à ça en fait. Ouais. Donc oui, t'as quand même une part de chance. Mais il faut c'est pour ça que je te dis c'est pas uniquement de la chance, c'est ce que toi t'es prêt à la saisir, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Alors que j'aurais aimé recevoir à quel moment? Dans ton changement de vie par exemple ou au moment de choisir tes études ou dans cette nouvelle vie d'entrepreneuse? Alors au moment de choisir mes études, je sais pas parce que du coup est-ce que j'étais prête Après les conseils, il faut être prêt à les recevoir aussi quoi. Ouais. Donc tu vois parce qu'on peut te donner des très bons conseils mais si c'est comme la chance quoi, si t'es pas ouvert à ça et si t'es pas prêt à les recevoir donc on va dire que le meilleur conseil c'est essaye peut-être de chercher en toi ce qui t'anime en fait. Parce qu'une fois que tu auras trouvé toi ce que tu as envie de faire et toi ce qui t'anime, là tu seras prêt peut-être à écouter des conseils, d'autres conseils peut-être. Ouais. C'est quoi tes prochains défis? J'ai une petite idée mais je te demande quand même. Mes prochains défis, en fait, c'est juste de continuer et de pouvoir vivre de cette activité comme j'en ai envie, quoi, en fait. Ouais. C'est quoi tes rêves? Mes rêves, c'est les mêmes que mes défis. Ouais. Non, je rêve d'avoir une maison au bord de l'océan, mais ça, ce sera de pas tout de suite. De l'océan, pas de la Méditerranée, du coup? Ou de la Méditerranée, au bord de la mer, peu importe, mais ce sera pas tout de suite. Mes rêves. Si, je crois que j'aimerais bien à un moment donné un petit peu sortir de cette vie un peu à 100 à l'heure, tu vois, un petit peu peut-être sortir de la ville ou peut-être et aller un petit peu dans un slow life, tu vois, être un peu plus et ça, je me dis, j'aimerais bien, tu vois, un jour, si on arrive à mettre en place des activités qui soient de trouver un bon équilibre, de pouvoir gérer ça vraiment. Parce que l'avantage, c'est que pour le coup, ton métier, tu peux le faire vraiment de n'importe où. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool. J'ai une amie aussi qui fait ce métier-là et son mari pour le coup bouge beaucoup et il y a des moments où elle a dû aller s'installer avec elle 6 mois à droite et à gauche et du coup elle a eu cette liberté de pouvoir le suivre. C'est sûr que du coup tu vas où tu veux quoi. C'est sûr que c'est l'avantage. Ouais. Après j'imagine qu'elle a pas d'enfant. Alors là, elle a des enfants. Quand ils ont commencé, elle avait des enfants. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr que là, tu dois parler école, à changer, etc. Non, c'est la plus flexibilité compliqué. Un peu moins grande. Non. Ouais. Qu'est-ce qui fera que tu te diras que t'as réussi? Je pense que c'est justement d'avoir trouvé le jour où j'aurai ce parfait équilibre entre tous ces différents pans de ma vie, quoi, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme je te disais, c'est un peu à 100 à l'heure, donc c'est un petit peu ce truc-là qui est un peu compliqué. Donc je pense que ce sera le jour où vraiment, mais à la fois je l'attends pas forcément parce qu'il faut aussi apprécier le chemin jusqu'à ce jour-là, mais ce sera le jour où t'es complètement heureux de tout ce que tu fais et en plus que t'as trouvé un équilibre qui te permette d'être épanoui dans tous les pans de ta vie, quoi, en fait. Ouais. Et que ce soit plus qu'un tout, tu vois, que ce soit pas des pans différents. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour les 3 prochains mois à minima? De continuer à avoir des partenariats hyper sympas et des projets qui rentrent. Ouais, c'est sûr. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Alors, à qui j'ai envie de dire merci?
peut-être à moi en premier, d'avoir réussi à m'écouter. Et puis à beaucoup de gens en fait. Merci, franchement, merci à mon mari de me suivre quand même, parce que franchement, il a du moment où je lui ai dit que j'avais envie de faire ça, même si ça a été compliqué le jour où j'ai arrêté mon job, malgré tout, il me soutient à fond, il m'a toujours soutenu et il a toujours été dans l'état d'esprit de me dire mais si c'est ce que tu veux faire et que t'aimes faire, vas-y. Et vraiment de me dire mais si t'as besoin de bosser, vas-y. Enfin les enfants, y a pas de souci, on s'organise. T'as besoin de bosser, tu me le dis, tu y vas. T'as envie de faire quelque chose qui te plaît, tu m'en parles, on y va. Tu vois, il a quand même cet entrain de dire non, il faut, enfin vraiment de jamais me freiner. Et puis à mes parents aussi vraiment, parce que en fait eux ils m'ont quand même aussi beaucoup soutenu là-dedans, quoi. C'est-à-dire que quand avant d'aller faire cette école d'archi, eux ils m'ont quand même poussé à faire ces concours. C'était pas évident, je pense, quand même pour eux de se dire mon Dieu, elle va être dessinateuse, c'est quoi ce métier? Ils m'ont quand même soutenu, quoi. Je veux dire, le changement de décision, il vient pas d'eux, donc c'est eux, ils ont toujours été hyper soutenants, donc voilà. Et aujourd'hui, comment ils vivent ce changement de vie? Alors, je me souviens quand j'en ai parlé à ma mère. Sur le coup, j'ai vu son regard un petit peu en mode mon Dieu, mais tu n'as plus de boulot, donc. Et puis en fait, très vite dans la discussion, donc dans les 10 minutes qu'on suivit, elle a vu que j'étais hyper contente et que j'avais beaucoup d'entrain. Et en fait, tout de suite, elle était hyper contente. Elle m'a dit mais génial, en fait, tu commences à faire quelque chose, t'as toujours voulu faire ça, donc. Et très vite, ils ont été hyper contents, en fait. Ouais. Et c'est vrai que j'avais un peu peur que ça les stresse un peu, tu vois, de me dire ça va les. Quand même, ils ont une fille qui est devenue. Enfin, c'est un certain prestige aujourd'hui d'être architecte, alors que c'est pas forcément le métier qu'on pense. Malgré tout, c'est un prestige. Et je m'étais dit peut-être que ça va leur faire un peu peur. J'avais quand même un CDI, un super métier, des gens avec qui. Et en fait, non, ils voient bien que c'est une page qui se tourne de manière hyper saine et hyper sereine, donc aucun souci. Il y a personne qui a essayé de te dissuader de prendre la voie de l'illustration? Non. Après, j'en ai pas beaucoup parlé au départ, parce que justement, j'avais pas envie qu'on m'en dissuade. Ouais. Donc, c'est là où, tu vois, quand tu parles de volonté aussi, quelque part, ton inconscient, il te fait faire des choses, tu vois, il te fait avoir certains comportements qui est pas forcément fait exprès, parce que je me suis pas dit, je ne vais pas en parler, mais je pense qu'inconsciemment, j'avais pas envie d'en parler, parce que j'avais juste pas envie qu'on me dise, mon Dieu, tu vas faire ça, ou. Donc, non, j'ai juste fait mon truc en me disant, ouais, c'est cool, et voilà, quoi. Super. On se retrouve du coup dans 3 mois. Si vous avez des questions à poser à Cyrielle, vous pouvez les envoyer sur Instagram et puis ou sinon sur le blog pourquoipasmoi.co et je lui poserai avec grand plaisir dans 3 mois. Génial. Merci Cyrielle. Merci à toi Charlotte. J'espère que ce nouveau rendez-vous dans En Chemin vous a plu. Pour découvrir les magnifiques illustrations pleines d'humour de Cyrielle, je vous mets les liens sur Instagram ou sur le site pourquoipasmoi.co. Comme promis, je vous raconte l'anecdote de notre première rencontre avec Cyrielle. En échangeant ensemble sur Instagram, nous nous sommes rendus compte que nous habitions dans le même quartier. Nous nous étions d'ailleurs promis un café. Un jour, je vais acheter une glace chez M. Pop. Les plus gourmands d'entre vous connaîtront. Et nous nous installons avec les enfants devant la porte voisine. Une charmante dame veut rentrer chez elle, nous la laissons donc passer. J'hallucine de sa gentillesse car clairement ça doit être un peu relou d'avoir des personnes qui squattent devant ta porte. Bref, elle rentre avec ses enfants dans son hall d'immeuble. Nous sommes donc en septembre, je suis avec un joli masque sur mon visage. Quelques secondes après, elle réouvre la porte et me dit « Vous ne vous appelleriez pas Charlotte ?»« Si. »« Charlotte Desrosiers ? Oui. »« Je suis Cyrielle !» Truc de dingue, je suis restée sous le choc. Le haut du visage, plus ma voix, qu'elle avait reconnue grâce au podcast, Cyrielle m'avait reconnue. J'avoue que c'était un petit moment de fierté, mais plus que ça, un beau hasard de la vie, car cela m'a permis de faire une nouvelle, très très belle rencontre. Allez, je vous dis à jeudi prochain. Nous retrouverons une autre personne qui a changé de vie. Je vous ai d'ailleurs parlé d'elle dans cet épisode, car après plus de 10 ans chez Hermès, elle est devenue coach, naturopathe, auteure et conférencière. Tout comme Cyrielle, Instagram l'a beaucoup aidée dans son développement. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?